Ce sont des expressions que vous avez entendues régulièrement ces dernières semaines. Je souffre d'une intoxication alimentaire, j'ai mal au ventre, j'ai fait une indigestion ou encore je souffre d'une gastro. En raison des fêtes de fin d'année, beaucoup de personnes se sont gavées et comme tout excès n'y pas sans conséquence, plusieurs en ont souffert. Que faire en cas d'intoxication alimentaire? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Check-up. A tout de suite par la suite. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine de la santé Check-up qui démarre, consacré ce soir aux troubles gastro-intestinaux liés à l'alimentation. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste, le docteur Serge Fotso. Il est hépato-gastro-entérologue. Mais avant de lui donner la parole, je vous invite à découvrir ce qui constitue le menu de ce soir. A tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, santé digestive, comment résoudre les troubles intestinaux liés à l'alimentation? Peut-on éviter les intoxications alimentaires? Docteur Serge Fotso, hépato-gastro-entérologue, vous en parle dans ce numéro. Indigestion et intoxication alimentaire, une gêne partagée par de nombreux Camerounais rencontrés. Ils racontent leur expérience dans cette édition de Check-up. Et au bas de votre magazine de la santé, vous en saurez davantage sur ce que c'est que l'extraction dentaire. Voici l'objet de la chronique du dentiste cette semaine. Voilà que le sommaire de votre magazine de la santé est déroulé. Recevons à présent notre invité, Dr Serge Fotso. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes hépato-gastro-entérologue en service à l'hôpital La Quintini de Douala. Oui. Alors, avec vous, comme je l'ai dit, nous allons parler des troubles gastro-intestinaux liés à l'alimentation. Et déjà, il faudrait qu'on essaye de faire la différence. C'est quoi une intoxication alimentaire? C'est quoi une indigestion? Et c'est quoi une gastro-entérite? On parle d'indigestion lorsqu'on a une gêne au niveau de la partie haute de l'abdomen qui peut même aller jusqu'à une douleur intense qui irradie dans le dos. Et ça peut s'accompagner de flatulence ou de ballonnement abdominal. On parle d'intoxication alimentaire lorsque l'on a une inflammation de l'estomac et de l'intestin secondaire à l'ingestion d'un aliment qui peut être contaminé soit par une bactérie, soit par un virus, soit par un parasite. Bon, lorsqu'on parle de gastro-entérite, en fait, on parle, c'est un terme générique qui désigne une inflammation de l'estomac et de l'intestin, et cela peut avoir une origine infectieuse, une origine médicamenteuse, une origine toxique même également. Alors, parlez-nous des manifestations de l'indigestion. Comment savoir qu'ici, nous sommes en train de souffrir d'une indigestion? Ça se manifeste comment? Bon, l'indigestion renvoie beaucoup plus à ce que nous on appelle dyspepsie. Ça peut être aigu, mais généralement le patient vient nous voir lorsque c'est déjà devenu chronique. Alors, de temps à autre, il manifeste, comme je l'ai dit tantôt, une gêne au niveau de la partie haute de l'abdomen. Ça peut aller même jusqu'à la douleur. Ça peut s'accompagner de ce qu'on appelle une sensation de satiété précoce, c'est-à-dire après avoir, le patient vous dit qu'après avoir pris 2 ou 3 cuillères, il se sent ballonné, il se sent rassasié et tout cela. Et maintenant, tout cela peut être secondaire à une inflammation de l'estomac. Une gastrite, on recherche dans des cours de gastrite, ça peut être lié à une bactérie, ça peut être d'origine auto-immune, ça peut être lié à des remontées du contenu de l'intestin, aux remontées de la bile. Donc il y a plusieurs causes à cela. Il peut également avoir des reflux gastro-intestinaux qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent être la cause de cette indigestion. Alors, docteur, je vais vous inviter à aller suivre un reportage réalisé par nos reporters Isabelle Ngwaroum et Marius Kossou qui ont rencontré de nombreux Camerounais dans les rues de la ville de Douala qui s'exprimaient en ce qui concernait nos thèmes de ce soir. Donc, je vous propose de suivre.
pistache, rôti de poulet, taro sauce jaune, héros, poisson braisé, boissons alcoolisées, boissons gazeuses, des habitudes alimentaires des Camerounais au quotidien. Très prisée, elle rime surtout avec des excès. Pour avoir consommé des repas parfois très épicés ou très gras, ils sont nombreux à être victimes d'indigestion. J'ai déjà eu l'intoxication alimentaire et ça se manifeste chez moi par le mal de ventre. C'est pour ça que j'évite de manger n'importe quoi en route. J'ai le bourdonnement de ventre et quand j'ai le bourdonnement de ventre, ça me pousse à aller au sel. Généralement, quand vous prenez des mélanges d'aliments, à un moment donné, c'est un bourdonnement au ventre, des malaises, et puis ça va même parfois jusqu'au diarrhée. C'est un peu comme ça que ça se manifeste. J'ai un ballonnement de ventre et puis je suis un peu étouffé. Je me sens fatigué. Là. Quand je pars au WC, ça ne sort pas vite. Je peux faire 2 jours, 3 jours sans aller au WC. Mais je prends l'eau chaude, je me puche, ça va. Ça dépend de l'organisme. J'ai mon petit frère, quand il mange le poisson, il vomit toute la journée et ça s'arrête seul. Une nourriture même qui a passé nuit, ça a été chauffé. Quand tu manges ça, au courant de la journée, vraiment, tu n'es pas en santé. Sensation de ballonnement, nausées, vomissements, diarrhée, douleur, fatigue générale, des manifestations qui varient d'un organisme à un autre. Chacun y va de son astuce de grand-mère pour calmer ce mal-être. Je ne sais pas si c'est intoxication, mais on avait dit que c'était intoxication. Mais c'était plutôt l'empoisonnement. Bon, il est parti à une fête et puis on a donné le poison en fait. Bon, il a consommé. C'est arrivé à la maison qu'il a commencé à manifester. Il a commencé à vomir. Après il a commencé à conviser. Oui. Après, on est directement mis à l'hôpital. À l'hôpital, on nous a dit qu'il a été empoisonné. En fait. Manger en excès, mélanger des plats, se précipiter au moment du repas, des attitudes qui participent à provoquer une indigestion alimentaire qui peut d'ailleurs se transformer en intoxication. Surtout si la préparation des plats, le temps de cuisson, les méthodes de conservation des aliments ne sont pas contrôlées. Ce n'est jamais une partie de plaisir. Alors je prends de l'eau de foie. S'il y a le sel germe, je mets un peu de l'eau. Dans un verre d'eau, je bois. Ou bien je prends 2 citrons, je presse dans une bouteille, un tanguy. Je bois à petit gorgée durant peut-être 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Ça s'apaise. Si possible, il y a le bitaco là. Bon, quand j'ai ça, je prends souvent le bicarbonate pour que ça passe. Bon, j'ai régulièrement ce problème-là quand même. Parfois, je prends juste un peu de bicarbonate dans de l'eau tiède. Je bois là, ça s'arrête. Et pour pouvoir calmer ça, quand j'ai les vomissements et la diarrhée, je prends le citron pour couper ça. Je prends du citron, je mets l'eau dans une bouteille, il y a un citron, je mets dedans, je bois. Au pays, on a le truc qu'on appelle le bicarbonate pour laver le ventre. Et en indigène, on a nos écorces. Quand on sait que bon, quand ça ne va pas, on presse ça avec l'eau. On avale, ça lave bien la digestion. La consultation d'un professionnel de santé et le temps semblent les meilleures alternatives en cas d'indigestion. Les maux de tête, la fièvre, voici d'autres symptômes chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Un désagrément qui trouve satisfaction en adoptant des gestes simples et meilleures habitudes alimentaires. Voilà,
retour sur ce plateau. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme c'est Check-up et ce soir, nous parlons des troubles intestinaux liés à l'alimentation. Ces personnes-là qui souffrent d'intoxication alimentaire ou encore d'indigestion. Que faire lorsqu'on souffre d'une intoxication alimentaire? Nous sommes avec notre invité sur ce plateau pour en parler, le docteur Serge Foto, qui est hépatogastro-entérologue. Alors, docteur, pour revenir sur les causes de ces intoxications alimentaires, indigestion et autres gastro-là, parce que vous avez suivi la plupart des personnes dans le reportage qui parlaient de l'alimentation, qui disaient j'ai fait un mélange, permettez l'expression, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, j'ai bu ça, j'ai bu ça. Est-ce qu'il y a des mélanges qui peuvent être nocifs pour la santé et peut-être voir aboutir à la mort? On va tout simplement dire que l'excès de tout nuit. Si vous consommez beaucoup d'alcool de manière excessive, vous pouvez tomber dans un coma éthylique et peu après vous décéder. De la même manière, si vous consommez beaucoup d'aliments, cette digestion sera beaucoup plus difficile. L'irritation de l'estomac peut s'en suivre. Vous pouvez ainsi donc soit vomir, soit avoir une diarrhée par la suite. Alors, et concernant l'intoxication alimentaire, est-ce que ce sont les mêmes manifestations, les mêmes symptômes? Comment savoir qu'ici, je suis en train de souffrir d'une intoxication alimentaire? Il faut que j'aille consulter. Parce que généralement, on est assis et que ça se passe comment si tu peux vous alerter? Nous, à notre niveau, on suspecte une intoxication alimentaire lorsqu'il y a une notion de consommation d'un repas suspect. On demande toujours au patient, est-ce qu'il y a une personne dans son entourage avec qui il a partagé le même repas qui présente les mêmes symptômes. Maintenant, ce repas suspect, il faut enquêter. Si ça a été consommé dans une fête, maintenant, il faut voir le service traiteur qui a préparé ce repas. À savoir maintenant, au niveau du service traiteur, est-ce que le service traiteur avait les moyens de sa politique au niveau de la préparation du repas? Est-ce que les règles d'hygiène de ce service traiteur étaient... les règles d'hygiène suivies par le personnel du service traiteur étaient les bonnes? Est-ce que le personnel se lave bien les mains, a une hygiène correcte? Est-ce que les aliments fournis par le service traiteur étaient bien conservés? Les aliments froids, les entrées froides que le service traiteur doit présenter doivent être conservés à 6 degrés de température. Les aliments chauds, quant à eux, doivent être conservés à 65 degrés. Ils peuvent tenir ainsi au minimum pendant 12 heures sans prolifération microbienne à l'intérieur. Bon, maintenant, pour les repas que nous consommons, il faut voir également dans quelles conditions ils ont été achetés. Il faut savoir donc on utilise de nos jours beaucoup d'herbicides dans la culture. Donc, il faut conseiller donc, les personnes, lorsqu'ils prennent des légumes, lorsqu'ils achètent des légumes, de beaucoup nettoyer ces légumes avec beaucoup d'eau et d'y mettre également du vinaigre. Il y a aussi cette notion d'utilisation du formol au niveau des aliments que l'on retrouve au marché, soit pour faire mûrir certains fruits, soit pour rallonger la durée de conservation des viandes et toute autre chose. Or, on sait tous que le formol peut entraîner une irritation au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, et à la longue peut même avoir un effet cancérigène. Donc voilà autant de pistes qui doivent être explorées lorsqu'on parle d'intoxication alimentaire chez une personne. En plus du repas suspect, ça peut être dans un restaurant, ça peut être après un voyage, rechercher également dans son entourage. Alors pourquoi généralement les personnes qui vomissent ou qui font des diarrhées vont vous dire je souffre d'une intoxication alimentaire ou je suis en train de faire une indigestion? Pourquoi ces symptômes-là? Ou j'ai mal au ventre? Non, tous ces symptômes résultent simplement du fait de l'irritation que l'on peut avoir au niveau gastrique, que l'on peut avoir au niveau intestinal. Et lorsque cette intoxication est secondaire à
une infection bactérienne, il faut voir que ces bactéries ont deux mécanismes principaux d'action. Il y a le mécanisme toxinogène, c'est-à-dire la bactérie ne pénètre pas à proprement parler la muqueuse intestinale, mais elle libère des toxines. Ces toxines-là peuvent entraîner une augmentation de la sécrétion des liquides au niveau intestinal. C'est surtout ce que réalise le Vibrio cholerae qui est à l'origine du choléra. Et il peut y avoir d'autres bactéries qui vont plutôt envahir la muqueuse intestinale et provoquer des diarrhées qui peuvent même être gléro-sanguinolentes. Alors, à partir de quel moment le patient doit s'inquiéter? En fait, la personne qui commence à vomir et faire des diarrhées devrait s'inquiéter et aller consulter. À partir de quel moment? Parce qu'on a des personnes qui vont vous dire non, je connais ce que j'ai, c'est juste une indigestion, j'ai mangé un truc qui ne passe pas. Après 3 jours de vomissement et de diarrhée, ça va aller, ils ne devront pas consulter. Et il y a des personnes quand même chez qui ça passe. Hein. Ne faites surtout pas cela si vous êtes seul. Sachez que le premier traitement d'une diarrhée, c'est la réhydratation. Vous pouvez utiliser les sels de réhydratation orale, un sachet dans 1 litre d'eau à consommer. Généralement, dans ces boîtes de sels de réhydratation orale, il y a également le zinc qui permet également de stimuler l'immunité et de combattre ainsi l'infection. Ne faites surtout pas ça si vous êtes seul. Si vous avez une diarrhée, rendez-vous à l'hôpital pour un traitement. Parce que même des médecins se sont retrouvés coincés comme ça à la maison à cause des diarrhées qui sont révélées, qui ont menacé leur vie. Dangereux pour leur pronostic vital. Mais il y a d'autres personnes qui vous disent non, ça ne sert à rien d'aller consulter parce que moi je peux prendre la banane, ils ont des petites astuces, remèdes grand-mère, remèdes fait maison. Et je peux prendre la banane, je peux prendre du pain, je peux prendre du manioc, bref, des féculents. Pourquoi prendre? Est-ce que vous conseillez ça, cette banane-là, à part le sel de réhydratation, est-ce qu'on peut prendre de la banane mûre ou alors des féculents, du pain notamment? Dans le cas des diarrhées, on recommande également de prendre des bananes parce que quand on fait de la diarrhée, on perd des électrolytes et la banane est riche en potassium et permet également de compenser ces pertes. Que ce soit le pain, que ce soit d'autres féculents, ces derniers peuvent ralentir le transit parce qu'ils épaississent la selle. Donc tout cela peut être recommandé dans le cadre d'une diarrhée. Aujourd'hui, pour tous les Camerounais, tous nos téléspectateurs qui nous regardent, que faut-il faire pour éviter de souffrir d'une intoxication alimentaire? Il y a des personnes qui peuvent présenter des intolérances. On peut parler d'une intolérance au lactose. Ce sont des patients qui n'ont pas certains enzymes dans le corps qui leur permettent de digérer du lactose. Et ils peuvent présenter donc des diarrhées à la suite de la consommation de ces derniers. Mais pour tout le monde, il faut respecter des mesures d'hygiène de base, à savoir bien se laver les mains, s'assurer que les aliments qu'on consomme ont été préparés dans des conditions adéquates et respecter toutes ces conditions d'hygiène. Merci, Dr Serge Photo, d'être passé sur ce plateau. Merci, je vous remercie. Bienvenue à vous qui nous rejoignez et merci à ceux qui sont avec nous depuis le début de ce programme. Vous écoutez, vous regardez votre magazine de la santé Check-up qui aujourd'hui, en première partie, faisait la part belle à l'intoxication alimentaire, comment venir à bout et surtout comment se mettre à l'abri. Place à présent pour cette seconde partie à la chronique du dentiste. Et ce soir, dans cette chronique, le docteur Joël Manfo, chirurgien dentiste, nous parle de l'extraction dentaire. À quel moment cette intervention est recommandée? Pourquoi on devrait faire une extraction dentaire? Comment se passe cette extraction dentaire? Je vous propose de l'écouter pour avoir les réponses à ces questions. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez intéressant. Il s'agit d'un traitement qu'on a l'habitude de réaliser en cabinet dentaire. Il s'agit bien évidemment de l'extraction dentaire. Alors, c'est quoi l'extraction dentaire? Une extraction dentaire, c'est tout simplement une thérapeutique en chirurgie dentaire qui consiste à extirper, à extraire une dent
de l'os dans lequel il est enchâssé, de l'os alvéolo-dentaire. Il y a plusieurs indications, n'est-ce pas, à la réalisation d'une extraction dentaire. Premièrement, on peut citer, n'est-ce pas, une dent qui est complètement délabrée, que ce soit à cause d'une carie dentaire ou bien à cause d'un traumatisme, une fracture. Lorsque la dent est très délabrée, à tel point qu'on ne peut pas traiter cette dent, on doit donc passer à ce qu'on appelle l'extraction dentaire. Nous pouvons également faire une extraction dentaire en cas d'abcès dentaire, en cas de traitement dentaire, par exemple lorsqu'il manque de l'espace au niveau de la mâchoire. Il y a des traitements qu'on appelle des traitements orthodontiques qui nécessitent parfois certaines extractions dentaires programmées. Nous pouvons également faire une extraction dentaire dans certaines situations chez les enfants, par exemple lorsqu'il y a une persistance des dents de lait. C'est-à-dire que les dents de lait, au moment où elles doivent chuter, ne chutent pas et elles vont donc empêcher la poussée normale des dents définitives. Dans ce cas, on peut également faire des extractions dentaires. Nous pouvons également faire des extractions dentaires lorsqu'il faut, n'est-ce pas, résoudre des problèmes qui sont liés à la dent de sagesse. La dent de sagesse est une dent qui peut déranger de temps à autre et donc parfois on doit faire une extraction de ces dents de sagesse. Pour la réalisation d'une extraction dentaire, nous allons commencer. Alors, pour la réalisation d'une extraction dentaire, nous allons commencer par la désinfection du site opératoire. Ensuite, nous allons réaliser une anesthésie pour endormir la région dans laquelle on va effectuer cette extraction d'une dent. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle une syndesmotomie, c'est-à-dire qu'on va utiliser un appareil qui s'appelle le syndesmotome pour pouvoir détacher, n'est-ce pas, la dent des attaches épithéliales de la gencive qui est tout autour. Ceci afin de dégager le champ opératoire. Ensuite, nous allons passer à la subluxation. On va utiliser un appareil qu'on appelle un élévateur pour pouvoir mobiliser la dent, la faire bouger déjà. Après cette étape, nous allons réaliser ce qu'on appelle la luxation et l'avulsion dentaire. Pour cela, nous aurons besoin d'un davier qui va permettre, n'est-ce pas, d'agripper la dent et de l'extirper de l'os alvéolo-dentaire. Enfin, nous allons mettre un coton pour pouvoir stimuler la coagulation à ce niveau. Et à la fin de l'extraction, une ordonnance sera délivrée et des précautions et des recommandations seront données à l'endroit du patient pour éviter des problèmes ultérieurs. Concernant l'ordonnance, généralement, on va prescrire, parfois on peut prescrire un antibiotique ou des antalgiques et également des bains de bouche. En ce qui concerne les différentes précautions, on va demander au patient de ne pas se brosser dans les 24 heures qui suivent l'extraction dentaire, d'utiliser le bain de bouche qu'on lui aura prescrit dans les 24 heures qui va précéder l'extraction dentaire. On va également lui demander de ne pas mettre la langue ou bien de ne pas cracher pendant les 24 heures qui suivent l'extraction dentaire. Et bien évidemment avoir une alimentation molle et éviter les aliments chauds. Voilà, c'est tout pour cette capsule de la chronique dentaire et je vous donne rendez-vous dans la prochaine chronique. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up qui ce soir était consacrée aux troubles intestinaux liés à l'alimentation et avec notre invité, le docteur Serge Photo, médecin en service à l'hôpital La Quintille de Douala, qui est hépatogastro-entérologue. Vous avez pu apprendre davantage sur ces intoxications alimentaires et autres indigestions. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.